Ah bah, je suis plus que confiante, je laisse pas le choix à réussir, je me laisse pas le choix, je laisse plus la place au hasard. Ma petite voix dans ma tête, elle me dit j'ai peur, du coup je me dis ah sinon j'y vais. Et bah, Elle me redit j'ai peur et je dis ok j'y vais. Je suis toujours très émotive et par contre j'ai appris à accepter mon émotivité et à la contrôler ou à l'apprivoiser, de commencer quelque part, n'importe où. Fais le premier pas, just do it. Je me suis souvent demandé quelle est la différence entre ceux qui rêvent d'une vie inspirante et ceux qui osent la construire vraiment. Pour le comprendre, j'ai décidé de partir à la rencontre de personnes qui osent, qui passent à l'action et qui m'inspirent. Dans ce podcast, je t'embarque avec moi dans ces échanges pour qu'on apprenne ensemble de leur parcours, de leurs galères et de leurs réussites. Au passage, j'ai décidé d'apprendre en faisant, donc j'ai encore pas mal de choses à apprendre. Je pense que tu te rendras compte dans le cadrage de cette interview. Enfin bref, passons. Aujourd'hui, je reçois Marie, que j'ai rencontrée il y a un peu plus d'1 an, et qui a un parcours que je trouve super inspirant. Je te laisse la découvrir, c'est parti. Salut l'équipe, aujourd'hui je vous retrouve avec Marie, un profil totalement différent des 2 précédentes interviews qui étaient focus sur le sport et la musculation et le run principalement. Là on est sur un profil entrepreneurial et je vous embarque avec moi pour découvrir le monde de Marie. Salut Marie. Et coucou Jérémy. Salut l'équipe, aujourd'hui je vous retrouve avec Marie, un profil totalement différent des 2 précédentes interviews qui étaient focus sur le sport et la musculation et le run principalement. Là on est sur un profil entrepreneurial et je vous embarque avec moi pour découvrir le monde de Marie. Salut Marie. Et coucou Jérémy. En effet, t'as un profil différent, hein. Je fais pas de sport, j'en fais plus. Donc là, c'est bon, on Tu y fais est. pas de sport mais t'as un mindset incroyable. Ouais, il faut que j'y remette. Il faut que tu t'y mettes. C'est ça. Vous allez voir son parcours, il est déjà quand même pas mal. Hein. Bon alors pour commencer déjà, présente-toi en 1 minute. En 1 minute, ben moi je suis Marie, donc fondatrice de Livin, une plateforme de gestion immobilière. J'ai eu toutes les casquettes dans l'immobilier. J'ai été agent immobilier de profession, je suis propriétaire bailleur depuis l'âge de mes 20 ans et j'ai été également locataire jusqu'à aujourd'hui. Et malheureusement, je ne rentre toujours pas dans les critères de sélection pour pouvoir me loger dignement. Donc ma volonté, c'est pouvoir créer un écosystème en fait, pour revaloriser les critères de sélection des locataires d'un côté et accompagner les propriétaires bailleurs à faciliter toute la gestion de la location et la gestion courante. Ok. Donc une grosse partie liée à l'immobilier dans tout ton parcours professionnel. Beaucoup. J'ai toujours été passionnée par l'immobilier, par le fait de pouvoir se loger dans l'habitat, etc. Donc tout autour de ça. Ouais. Et dis-moi du coup, qu'est-ce qui t'a fait choisir l'immobilier plutôt que notre profession? Ça s'est imposé à moi. Moi, très jeune, au collège, je calculais les rentabilités sur le bon coin au lieu d'aller jouer à la cour de récré. Donc je voulais vraiment trouver en fait comment gagner de l'argent, comment optimiser les revenus. Et l'immobilier s'est très vite montré comme, à mes yeux, l'élément qui me plairait. Et comment t'es tombé dedans pour calculer la rentabilité quand t'étais au collège? Je sais pas l'origine exactement. Je me souviens depuis toujours avoir réfléchi au fait que ma conception du travail n'était pas conventionnelle, on va dire. Et j'estimais que pour pouvoir vivre normalement, devoir travailler, ça me paraissait complètement aberrant. Donc j'avais besoin certainement de sécurité. Et pour moi, la maison, etc., était figure de sécurité. Donc je m'y suis intéressée et après j'ai fait mes mauvais calculs parce que rien n'était bon à ce moment-là. Mais en tout cas, ça m'a paru quelque chose de tangible en fait et de sérieux. Ok. Ouais, c'est vrai que l'immobilier au global en France, c'est ce truc-là tangible et sérieux que les gens aiment avoir pour leur sécurité principalement. Oui, complètement. C'est quelque chose qui revient souvent donc, et qui est accessible en soi aujourd'hui avec le système bancaire, etc. Donc déjà à 14 piges, j'étais sur mes petits calculs, ouais, en effet. Ouais. Moi, à 14 ans, j'étais avec un pote et on cherchait des nouvelles pièces pour modifier nos vélos et on était loin de l'entrepreneuriat. Oui, mais en fait, c'est aussi notre faculté parce que moi, je ne suis pas bricoleuse, etc. Donc, je pense que chacun, on établit des choses en nous, on ancre des choses et qui se développent ou pas. Mais ça fait partie de nos chemins personnels et faut accueillir, en fait. Et dis-moi, qu'est-ce qui t'a fait accepter cette interview? La rigolade. Je trouve que c'est un exercice intéressant. Moi, c'est une des premières interviews que je fais. Et j'apprécie pouvoir participer à ça avec toi, tu vois, et voir un peu ce que ça peut donner. Ouais. Et merci du coup. C'est très sympa à toi de prendre ce temps-là. Merci à toi, c'est un plaisir, Parce tu que le sais. c'est mes tout débuts, alors... Non, mais c'est très bien, c'est nos débuts ensemble. Ouais, c'est cool. Et du coup, raconte-moi, entre le collège où tu commences à regarder la rentabilité et ton parcours jusqu'à il y a 2-3 ans. Qu'est-ce qui t'a fait cheminer jusqu'à ça? J'étais une nana bien rangée, on va dire, la bonne élève, mais toujours à réfléchir un peu à côté, à faire le moins possible en fait pour des bons résultats.
Ça foutait beaucoup Ouais, la haine à beaucoup de monde. Ça me parle. Ouais, c'est compliqué ce genre de scénario quand les gens travaillent à côté de toi, Ouais. mais moi j'ai souvent eu des facilités. Mais par contre, une volonté très vite d'être sur le terrain. Je voulais pas faire d'école, de grandes écoles, je voulais pas perdre mon temps. C'est une notion importante pour moi le temps, donc je voulais pas perdre mon temps dans des études et je voulais directement quelque chose de lucratif où je puisse gagner mon argent, etc. Donc malgré les gens qui, scolairement parlant, me conseillaient de partir en études sup, je les ai pas écoutés, comme bien souvent, et je suis partie dans le professionnel directement, bac pro, en vente, me semble-t-il, que je voulais faire en alternance, mais qu'on m'a obligée de faire en général. Donc j'ai renoncé à mon indépendance à 15 ans. Pour autant, avec le recul, c'était jeune. Et donc, du coup, j'ai bossé comme ça, enfin bossé scolairement parlant, en travaillant à côté, toujours pour gagner un peu d'argent. Et après, chemin faisant, je me suis dirigée, on va dire, naturellement vers l'immobilier derrière en faisant un BTS IMO. Et je me suis laissée porter, entre autres, avec des chemins de traverse à cause de relations amoureuses périlleuses. Donc je me suis un peu perdue émotionnellement pour après me recentrer en fait sur ce qui comptait vraiment et maintenant je laisse plus trop la place au hasard. Ok. Et quand tu dis que tu t'es laissé porter par rapport à tes relations amoureuses périlleuses, c'est que tu t'es éloigné de l'immobilier, de ce qui comptait pour toi, ou il y a autre chose derrière? Non, plutôt de mon parcours de base, je suis très ambitieuse depuis toujours. Je suis compétitrice depuis toujours, refoulée parce que je ne savais pas que j'avais ce trait de personnalité là, en tout cas je l'assumais pas et je le développais pas. Et en fait, je suis quelqu'un de très émotive également. J'ai beaucoup appris à m'introspecter et à me comprendre pour mieux m'apprivoiser, on va dire, et apprivoiser le monde. Et je pense que c'est essentiel d'ailleurs pour quiconque d'apprendre à se connaître. Et en fait, les relations à cette époque m'ont complètement sorti de ce chemin-là. Et j'ai perdu pied à quelque part où je ne savais même plus ce qui était important pour moi ou ce que je voulais vraiment. Je vivais beaucoup plus à travers l'autre et mon idéalisme de relation, de construction à ce moment-là. Ouais, c'est intéressant parce que j'ai vécu à peu près pareil avec mon ex-compagne pendant 7 ans. Ah ouais, c'est chaud, Et c'est compliqué. ouais, on s'en rend compte souvent quand on en sort, mais quand on a la tête dedans, on s'en rend pas trop compte. Et même quand on en sort en fait, parce que moi c'était des relations plus courtes que ce que tu évoques là, mais en fait le point de départ c'est la conception que tu as des relations et de l'amour en fait. Moi dans ma tête, bon déjà je suis une femme, donc certainement qu'il y a certainement dans une généralité un peu plus de romantisme, etc. Et moi j'étais conditionnée à avoir qu'un seul homme, je crois qu'on en avait parlé en dehors de ce cadre. Et le fait est de te confronter à une déception amoureuse, tu te dis aïe, une deuxième, où tu me dis bon c'était un peu loupé, etc. Déjà tu t'es sorti du cadre, c'était compliqué. Et pour autant en fait tu te rends compte que il y a des apprentissages à chaque étape, à chaque rencontre que tu fais. Moi, je ne crois pas non plus au hasard là-dessus, donc j'accueille, mais ça a été une période difficile à ce moment-là, en tout cas, ouais, 17-18 ans, même jusqu'à mes 20 ans, c'était chaud. Ok. C'était chaud. Et qu'est-ce qui s'est passé après tes 20 ans pour que ce soit moins chaud? Plein de choses. J'ai fui. J'ai fui. Je suis partie à 21 ans en tant que fille au père aux États-Unis, et pour plein de raisons, pour me reconnecter à moi, etc. Sauf que là encore, il y a eu des freins à cette expérience, si je puis dire, puisque petit 1, juste avant, j'ai rencontré mon deuxième vrai chéri, on va dire. Et donc, j'ai quand même pris la décision de partir en voyage parce que je ne voulais pas renoncer à ce voyage d'un an en tant que fille au père. Et en fait, bon, comme dans beaucoup de familles, il y avait un proche qui était malade et du coup, ça a écourté le séjour plus vite que prévu. Ok. Et du coup, c'est ton deuxième chéri, la relation, elle a... On va tous les compter, tu sais, c'est l'interview, tu vois. Alors, mon 73e, non, le 102e, attends, il y en a eu combien en fait? Qu'est-ce que t'appelles vrai, faux? Je me posais la question, mais bon, on va pas détailler là-dessus. Je t'en prie. Non, je voulais savoir si avec ton deuxième chéri, la relation a réussi à durer malgré que tu sois partie ou pas? Alors, elle a duré, ouais, pendant que je suis partie, on est restés ensemble et on s'était engagés à s'attendre mutuellement. Il devait me rejoindre en séjour là-bas, etc. Mais c'était pas du tout ma conception de l'amour. Encore une fois, j'ai été éduquée dans un schéma très traditionnel où mes parents sont toujours mariés, ma mère c'est le premier homme qu'elle a rencontré, etc. Donc avant il y avait le service militaire, donc encore une fois, moi j'étais conditionnée à oui on peut le faire, etc. Ça s'est passé différemment quoi. Enfin, on s'est attendu, mais au retour ça a été chaotique, Ah ouais. Ça c'était compliqué. Ouais, ça a été hyper compliqué.
Ok. Est-ce que vous aviez chacun évolué de votre côté ou il y avait d'autres raisons? Non, très peu de temps sont passés. Non, je pense que avec le recul, c'est pas du tout ce qui s'est passé à l'époque, mais avec le recul, encore une fois, je vais parler qu'en mon nom, j'étais émotionnellement très instable. Je pense que on le dit beaucoup et ça fait beaucoup de répétitions, etc. Mais je suis quelqu'un de très émotive, pour pas dire hypersensible comme c'est souvent la mode en ce moment. Et je pense qu'à ce moment-là, je savais pas du tout gérer mes facettes de personnalité, quoi. Je savais même pas qui j'étais en fait, hein. Ouais. Je commence toujours tout juste à me découvrir. Ok, je comprends. Et sachant du coup que tu as vécu ça avec ton chéri de l'époque, Mm. tu m'as partagé l'autre jour que quand tu as rencontré ton chéri actuel, quelques temps après, tu as recréé, on va dire, quasiment le même schéma où tu lui as dit « je m'en vais en Thaïlande, ne m'attends pas ». Ah, énorme. Mais en fait, si tu veux, je pense que tous, on est confrontés à des exercices, à des épreuves dans la vie, etc. Parce que c'est notre chemin de vie. C'est des choses qu'on doit régler en nous, etc. Et chaque personne que tu rencontres, si tu ne règles pas cette problématique, tu répètes sans cesse ça, en fait. Et moi, c'est ce que j'ai fait avec les hommes à plusieurs reprises. Et donc, par conséquent, en effet, quand j'ai rencontré Florent, mon mari actuel, j'ai pas eu 5 maris, c'est le seul. J'espère le dernier, mais pour autant, on ne sait pas la vie. On va pas compter tous tes chéris, donc t'inquiète pas. C'est clair. Premier, deuxième, premier mari, 25. Alors ça, on va parler des chéris d'un côté. Ah non, j'ose pas dire. Voilà, ok. Mais on est très open mind maintenant, on est en 2024. C'est ok. Donc, mon mari actuel, je l'ai rencontré petit moment après, je sais pas exactement quand, mais par contre, en effet, quand je l'ai rencontré, j'étais encore dans cette spirale-là. Et les choses se sont faites naturellement. En fait, déjà, mon départ des relations avait changé, puisqu'on ne peut pas, à mon sens en tout cas, entamer une relation de la même manière quand tu n'es plus sous l'innocence d'un début de relation, d'une première fois, etc. Donc je pense qu'on se bride tous à certaines échelles, et c'est triste d'ailleurs, mais c'est factuellement, je crois, comme ça pour tout le monde. Et donc du coup, j'étais un peu plus bridée en ce départ de relation, mais en effet, en fait, sur les gros points, je voulais plus m'oublier en fait au détriment d'une relation. J'avais vraiment trop eu déjà de déceptions, même si c'est que 2, mais pour moi c'était déjà trop important alors que je croyais qu'il n'y en aurait qu'un seul, quoi. Vraiment. Et pour moi, je suis déterre. Enfin, dans tous les sphères de ma vie, quand je suis engagée, je suis prête à passer toutes les épreuves et je suis déterminée à réussir, y compris conjugalement. Et désolée pour les autres du coup, parce que je suis vraiment une teigne, quoi. Je lâche rien. C'est terrible. C'est terrible. Donc je trouve ça très injuste en fait. Je me dis mais what the fuck, qu'est-ce qui s'est passé? Pour autant c'est pas grave parce que je suis très contente comme ça aujourd'hui. Et du coup, sachant que quand tu t'investis dans quelque chose, t'es une peine comme tu dis, qu'est-ce que tu attends vis-à-vis des autres quand tu t'investis autant? En fait, de base j'attendais la même chose. Justement, ça m'a porté beaucoup tort en fait. C'est une question de répartition d'énergie. Je le sors tout le temps, avant, après, et big up à Alex. Mais mon meilleur ami m'a vraiment capté là-dessus. Quand moi j'ai payé un nombre innombrable de thérapies, etc., de coaching dans tous les sens, en fait il m'a expliqué quelque chose de très juste. C'est que ça dépend de ce que tu attends des autres en fait. Et à un moment donné, il faut juste te regarder toi-même, voir ce que tu donnes aux gens et voir ce qu'ils te donnent en retour. Et là où il m'a fait du bien, Alex, c'est de me dire, mais Marie, en fait, en faisant ce tableau-là et en marquant toutes les personnes à qui tu donnes 100% parce que tu es quelqu'un d'entière, quelqu'un qui est capable d'avoir une grande énergie, etc., regarde ce qu'ils te donnent en retour. Et là, ça a déchanté. On a commencé par mes meilleurs amis, que j'avais sur toute la page, et qui sont plus que moins que les doigts de la main aujourd'hui, où en effet, c'est un constat où on a une fuite d'énergie qui est incroyable en tant qu'être humain, en fait. Et quand c'est pas réciproque, dans un premier temps, ça fait mal, on trouve ça injuste, et après, et tout juste, je commence à accepter et à être mieux sans les personnes qui sont nocives pour toi, en fait. Ok. Quand tu dis les personnes qui sont nocives, pour toi, c'est forcément que les gens sont des teignes comme toi ou ils sont nocifs? Ah non, pas du tout. Non, non. Oh non, il y a une minorité de gens qui sont aussi tenaces que moi. Enfin, moi, j'en connais pas beaucoup qui sont autant... Comme toi, j'en connais pas beaucoup non plus. J'en connais pas beaucoup. Et moi, c'est pas moi qui l'ai dit de teigner. Et le mot qui me revient, c'est pugnace. C'est un mot que je connaissais pas. Donc, pugnace, c'est une teigne, c'est quelqu'un qui n'arrête jamais et qui se tient et qui attrape. Enfin, en tout cas, c'est ma conception aussi. Je l'ai un peu amélioré la définition. Mais j'avais fait l'exercice auprès de mes amis, en fait, à me dire, donnez-moi mes 10 qualités, mes 10 défauts. Enfin, surtout mes 10 défauts et mes 10 qualités derrière. Mais quel exercice horrible! Et tellement formateur, parce qu'entre la perception que tu as de toi-même et ce qu'on a de toi, parfois il peut y avoir un décalage. D'ailleurs, souvent il y a un décalage. Moi, là où j'étais rassurée, c'est que pour la plupart, ça allait. Mais par contre, de l'entendre des personnes extérieures,
c'est gênant. Les qualités sont gênantes, les défauts, ils font serrer les dents, tu vois. Et pour autant, ça devrait pas être perçu comme ça, tu vois. Donc, c'est comme ça que j'ai su que j'étais pugnace, véritable, ou que j'ai mis des mots dessus, quoi. Mais oui, non, les gens que je dis nocifs, en fait, c'est nocif pour moi. Et je dis même pas que ce sont des gens nocifs eux-mêmes. Encore une fois, je caractérise pas les personnes, en fait. Par contre, je dis qu'envers moi et mes besoins et mes attentes, c'est des personnes... Aussi, du coup. Et mes objectifs, c'est des personnes qui correspondent plus pas à ce que j'aspire, en fait. Ça, c'est important, parce que souvent, ça, c'est l'être humain de base. Je suis désolée, je fais des apartés, etc. Mais je trouve ça passionnant, tu vois, comme sujet, l'être humain. On est tellement complexe et ça pourrait être tellement simple, en fait, les relations de base, que je sais pas pourquoi... Enfin, si, c'est biologique, enfin, c'est le cerveau, etc., tu vois, comment on perçoit l'information. Mais quand tu vas dire quelque chose à quelqu'un, on va le prendre comme directement, c'est mon identité. Tu vois, quand tu dis, par exemple, ouais, ben, je suis nulle, ou je sais pas, attends, faudrait que je trouve un exemple concret, tu vois. Ben, par exemple, tu vois, quand je dis quelqu'un, il est nocif, la personne en face va te dire, mais non, je suis pas nocif, ou oui, je suis nocif. Mais en fait, je ne te caractérise pas. Je te dis que ce comportement-là, il est nocif envers moi. Mais ça ne veut pas dire que fondamentalement, tu es une personne nocive. Tu vois. Et pareil pour cette trait de ta personnalité est belle, mais fondamentalement, tu n'es pas forcément beau dans tout ton être. Tu vois, on est plein d'aspérités, de facettes en fait. Et je trouve ça dingue d'être conditionné ou de s'approprier ça à trop grande échelle. Ouais. Bah, c'est vrai que suivant les mots, tu vois, comme par exemple si tu es à quelqu'un, tu es nocif pour moi, je peux comprendre qu'il serre les dents aussi. Mais il faut réussir à prendre dans ces cas-là un peu de recul pour comprendre les propos que tu donnes. Oui, mais en fait, c'est propre à chacun. Oui. Et ça dépend de la perception que tu as de chaque mot. Donc ça ne s'arrête jamais. Et c'est pour ça qu'il faut accepter les différences des autres, etc. Accepter que c'est pas sous ton contrôle. Enfin, il y a plein de nuances comme ça. Et c'est aussi pour ça qu'on ne peut pas avoir des conversations profondes avec tout le monde. Parce que tout le monde n'est pas prêt à entendre notre perception du monde. Oui. Puis tout le monde n'est pas prêt à se livrer non plus. Ben, complètement. Oui, mais parce que c'est être vulnérable, tu vois. Enfin, tu rentres dans un débat, tu rentres dans la confrontation. Si j'atteins certaines de tes limites et de tes croyances personnelles, ou ben, tu vas forcément rentrer en réaction avec moi et tu as plusieurs modes de réaction, tu vois, soit la fuite, soit la violence, soit la immobilité. Ben, tous ces trucs-là, en fait, c'est sans fin, mais c'est passionnant. Et ça me fait penser, je me posais la question l'autre jour, selon toi, qu'est-ce qui est le plus courageux? C'est de rester stoïque et de rien partager? Ou d'oser se livrer à quelqu'un? Alors, ben pour moi, déjà, ça part de la définition du courage. Le courage, qu'est-ce que c'est? C'est le fait d'avoir peur et d'agir malgré la peur. C'est juste ça, être courageux, tu vois. Donc, à partir du moment où tu as une situation et que tu as une réaction en conséquence qui t'est propre à toi et qui t'est juste, ben, c'est une certaine forme de courage. Parce que c'est tout autant difficile, en fait, de se livrer comme de tout garder pour soi et de se ronger de l'intérieur. Donc, en fait, c'est vraiment, il faut faire ce qui est bon pour toi à tous les niveaux et trouver ce qui fonctionne pour toi, quoi. Okay. Et ça me fait penser, vu que tu parles de la peur, j'ai eu une conversation il y a pas longtemps avec une amie, où en gros elle me disait c'est fou tout ce que tu fais et tout, parce que moi j'ai peur de ça, du coup je le fais pas. Moi je lui dis mais je le fais parce que j'ai peur. Ma petite voix dans ma tête elle me dit j'ai peur, du coup je me dis arrête sinon j'y vais. Et ben, elle me redit j'ai peur et je dis ok j'y vais. Et ben tu es quelqu'un de courageux. C'est ça un super-héros, il a plein de peur. Et il agit malgré la peur, c'est la vérité. Je sais pas si c'est courageux ou un peu débile, mais tu vois, je me suis mis à la course à pied il y a 1 an, j'ai fait un marathon, là je prépare un ultra-trail. Ça prend du temps, quoi. Ben, ça prend du temps, mais en fait, tu te challenges, tu es en train de grandir, en fait. Et en fait, c'est une question de zone de confort. Tu le sais, puisque tu passes par là sur d'autres sujets avant moi, parce que moi aussi, je veux courir, mais on se l'a dit tout à l'heure, je ne suis pas encore au sport. C'est une question de zone de confort. Du moment que tu as acquis... Ou alors, on peut parler de jeux vidéo aussi, beaucoup, tu vois. Moi, je l'imagine beaucoup sur t'es un héros au départ au niveau 0. Ouais. Et en fait, il faut combattre des méchants. Mais tu vas pas combattre les méchants de niveau 100 avant d'avoir été un super-héros, enfin, un personnage que tu as fait augmenter, tu vois. Et au plus tu le fais augmenter, au plus les gens que tu combats à 2 PV ou quoi que ce soit, ben c'est facile en fait de passer cet exercice-là ou ce challenge-là. Et c'est pareil dans la vraie vie en fait, tu vois, c'est que courir 10 km, au départ, quand tu sais pas courir, moi tu me fais ça, je crève, je peux pas. Pour autant, je sais très bien consciemment que si je le fais tous les jours et que je marche, j'alterne, je cours, je marche, j'alterne, ben d'ici quelques temps, j'arriverai à 10. Mais ce que je voudrais, c'est plus 10, c'est 15, c'est 20. Et après, c'est ce que tu dis, je monte, parce que ça, c'est de la dopamine. Donc, tu te fais du plaisir. Tu vois, ça vient chercher que des trucs chez toi qui sont ultra excitants. On adore. Qui n'aime pas une petite donne de dopamine
C'est la base. Surtout quand c'est autogénéré, quoi. Mais oui, Parce que exactement. C'est beaucoup plus hyper fort simple. que Insta, tu vois. Mais complètement. Et c'est hyper simple pour ton corps. Et puis, tu as Mm. des résultats physiques, tu as de la performance, tu as plein de bienfaits naturels et c'est top, tu vois. On a divagué un peu de ce que je voulais nous amener dans l'interview, mais c'était très Non, mais c'est intéressant. vrai. Mais pour autant, c'est du courage. Parce que Ouais. pour passer ces zones-là et cet inconfort et ce truc d'incompétence, ben, il faut être courageux. Parce qu'en fait, c'est beaucoup plus simple d'être dans son canapé et de rien foutre, quoi. Ouais, c'est sûr. Ça. C'est sûr. Ou de se lamenter. Tu vois, comme quand tu m'as dit l'interview aujourd'hui, tu m'as dit ça il y a 5 jours, moi je suis pas prête, tu vois, genre je pensais ça en janvier et tout. Ah non, moi je suis très dans la action-réaction. Et au contraire, je trouve que de mettre de la réflexion dans les choses, et ça peut être une super transition, de mettre de la réflexion, je trouve que ça casse totalement l'action. Parce que, on va repartir sur l'immobilier si tu me le permets. Vas-y. Par exemple, moi quand j'ai commencé à investir, j'avais aucune connaissance théorique, technique de l'immobilier. J'avais juste mon idée que je voulais acheter un bien, mais jamais je m'étais intéressée à comment le faire, par où passer, quelle étape, etc. Les artisans, pas les artisans, les travaux, pas les travaux. Et en fait, j'ai appris tout sur le tas, si je peux appeler ça apprendre, parce qu'en fait, ça a été un vrai chantier. Je l'appelle mon chantier brouillon, le premier projet. Et je sais aujourd'hui avec l'expérience, là je me sens avoir un peu vieilli, mais je sais aujourd'hui avec le recul, ou l'expérience, peu importe, que au plus tu as d'informations, maintenant que j'ai plein de connaissances, j'ai peur de mal faire. J'ai peur de passer à côté d'une information que j'ai loupée, etc. Parce que je sais ce qu'il faut regarder, je sais qu'il faut appeler, etc. Et donc, du coup, ça immobilise. Alors qu'à l'époque, j'ai rien fait. Si, il y avait un peu de légalité. Mais il y a des choses que j'ai fait. Par exemple, j'ai divisé la maison en deux, c'est ce dont je te parlais. L'immeuble en deux, je l'ai divisé en 2 appartements. Mais je savais pas qu'il fallait demander une autorisation à l'urbanisme, moi. Je l'ai fait spontanément pour rentabiliser parce que c'est trop grand pour moi, 110 mètres carrés pour une nana seule à 20 ans. Donc, bon, je divise. Et bien en fait, ça a mené plein de trucs où j'ai fait une belle plus-value. C'est le déclic des investissements perso immobiliers, véritablement. Tout ça parce que j'avais pas la connaissance. Ok. Tu vois ? Donc du coup, par exemple, pour l'interview, tu voulais le faire rapidement pour éviter de trop y penser, de te Oui. prendre la tête et dénaturer l'interview. Exactement. Oui, pardon, je bloque le truc. Mais exactement, en fait, je trouve que c'est contre-intuitif, en fait, d'attendre, ça te mène trop à réfléchir ou quoi que ce soit. Après, peut-être qu'on en reparlera dans 10 ans, quand tu seras habitué à faire des interviews, que moi je serai habituée à être interviewée à la base, tu sais. Ben, bien sûr. Peut-être que ça paraîtra beaucoup plus naturel. Mais à l'instant T, ça me faisait stresser aussi, ça me faisait peur. Donc je me suis dit, allez, action-réaction, ça sera fait, ça sera plus à faire, tu vois. Ouais, je comprends. Mais c'est une personnalité. Hein. Mon mari est très différent, tu vois, il réfléchit, mais il réfléchit tellement longtemps qu'on a le temps de monter une maison, c'est terrible. Tu vois, J'en connais des comme ça aussi, ils vont se reconnaître. Ah ouais, mais c'est terrible. Et pour autant, c'est hyper nécessaire parce que moi, ça fait le tampon avec ma personnalité aussi, qui va beaucoup trop vite des moments. Hein. Ouais, J'accepte. j'entends. Mais c'est drôle parce que, tu vois, dimanche dernier, avec un pote, on faisait une call et il me dit, il y a la nouvelle course là à Nice, ça ouvre mercredi. Il me dit, je crois qu'en septembre, tu seras en France, non? Tu pourrais venir pour m'aider sur les ravitaux. Je lui dis, bah attends, c'est quoi les distances de la course? Il dit, t'as 50, 100 et 160. Je lui dis, mais gars, si la course, si je suis en France, je la fais la course, je vais pas te ravitailler. Moi, il y a 160 là que je veux faire. Je vais voir avec mon coach, mais si je viens, je te ravitaille pas, gars, moi je cours. Bien sûr. Mais parce que aussi, tu vois, j'avais cette petite voix de, ça me fait un peu peur quand même. Mais genre, go, je continue quand même malgré tout. Ah, mais il faut. Donc, Il je faut. comprends. Et je tu vois ce que passeras veux les dire. paliers. Tu passeras les paliers, c'est Ouais. sûr. Mais c'est drôle, tu vois, je pensais pas qu'on parlerait sport du coup à ce niveau-là, mais comme tu dis aussi, c'est même niveau immobilier. Au global, quand tu dézoomes, que ce soit dans le sport, dans l'immobilier, dans l'investissement, peu Dans importe, tous les sujets. c'est le même état d'esprit au final. C'est pareil, ça se rejoint totalement. L'entrepreneuriat, tout est lié. Mm. Et on parle de quoi? De l'être humain, en fait. C'est une personne qui est au cœur du truc et qui après C'est ça. passe ses étapes, s'entoure, se loupe beaucoup. C'est comme ça qu'on apprend. Ben, c'est vrai, moi, il n'y a que ça qui fonctionne. C'est pour ça que beaucoup de formations, enfin tout, à l'immobilier, j'y reviens. Ben, il y a beaucoup des gens qui bloquent à passer à l'achat, etc. Ben, oui, par exemple, c'est vrai. En plus, c'est pas faute d'avoir essayé de te foutre sur le terrain de force. Non, j'ai quand même acheté et vendu ma maison. J'ai fait construire Oui, et vendu ma carrément, maison. ce qui est déjà une minorité hein, à Ouais. ton âge, etc. Donc en vrai, c'est une super réussite. En plus, une très belle opération, en l'occurrence à la Ouais. sortie, tu vois. Mais c'est vrai que c'est dingue ce côté immobilisation, mais je pense que c'est, moi en tout cas, c'est mon avis, la surinformation. T'as trop envie de bien faire. C'est pas impossible. T'as trop envie de bien faire. Et Impossible. comme de se lancer dans des interviews, etc. C'est qu'en fait, pourquoi tu commences pas?
quand tu vois tout ce qui est présenté face à toi, etc., ben, c'est trop bien, c'est trop beau, c'est trop bien fait, mais ça a les budgets nécessaires et ça a commencé comme nous en fait. Donc Ouais, dans parce tous que les c'est cas, sûr que là, c'est une petite salle de réunion qu'on a louée, le décor est pas ouf, mais c'est ça. Et pour autant, ce qu'on dit est pépite, bah oui, c'est le plus important. c'est clair. Mais c'est drôle parce que tu vois, à des moments comme l'interview, comme le sport, genre j'y vais, je me lance, je me dis je suis pas prêt, mais le fait de me mettre une deadline, je fais en sorte d'être prêt. Et sur d'autres sujets, tu vois, comme la création de mon accompagnement, bah je veux que le truc soit parfait avant de me lancer. C'est bizarre, tu vois, d'avoir ces deux côtés-là en même temps. Ben, je sais pas si c'est le mot bizarre, je pense que c'est que tu veux bien faire les choses déjà. Et Ouais, mais je veux pas mal faire les interviews non plus. oui, mais c'est de mon point de vue, c'est peut-être parce que tu es dans le... En fait, les interviews, c'est pas quelque chose que tu as fait spontanément, en fait. Alors que là, tu as un cheminement en formation, etc., pour les accompagnements que tu fais. Et du coup, je pense que c'est le fait que tu es dans une période de grosse transition qui te permettent pas encore de te lancer comme tu le voudrais. Je pense que tu as encore des choses à acquérir, parce que là, en plus, on te touche à l'humain. Tu vas coacher comme toi, comme tu aspires à le faire, etc. Enfin, il y a un tel savoir-être et un savoir-faire que je pense que tu as une transition personnelle et que tu fais bien les choses justement de te mettre un peu plus la pression parce que ça engage vraiment d'autres personnes d'accompagner les personnes, tu vois. Ouais. Alors que là, une interview, bon, ben, à part te raconter ma vie, qu'on se raconte la nôtre et que tu me racontes la tienne, bon, ben, tu vois, Il y a moins d'impact il y a derrière. moins d'impact. Ok. Ça aussi, l'impact que les humains ont sur les autres, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, tu vois, sur les mots, mais c'est impressionnant. Bon, revenons un peu sur l'immobilier, du coup, tu m'as dit que tu avais commencé sans connaissance théorique. Ben, vraie connaissance, ouais. À part Ouais. le Monopoly, quoi. Et du coup, comment tu as fait, enfin, quelle peur tu avais déjà et comment tu as fait pour le surmonter J'ai jamais eu peur. La seule peur que j'ai, c'est la peur du temps. Parce que tu disais le temps est important pour toi. J'ai peur de perdre mon temps, j'ai peur de mettre trop longtemps, j'ai peur de regretter certaines choses, j'ai peur de me retrouver à 80 ans et de me dire putain, t'as eu une vie de merde. Et en même temps, je me dis mais qu'est-ce qu'une vie de merde? Donc en fait, dans l'immobilier, moi, ma seule frustration, c'était de ne pas rentrer dans les cases en fait. Là encore, pour acquérir un bien, il faut avoir certains critères auprès d'une banque, notamment notre cher et sacré CDI que je ne peux pas me supporter, sur ma personne en tout cas. J'ai jamais eu de CDI. Et comment je pouvais emprunter sans CDI, c'était la premier frein. Et le vrai premier frein, encore une fois, était dû à des personnes. Tu vois, avant mes 20 ans, j'étais en couple, si je peux appeler ça ça. Et du coup, je pensais qu'il fallait acheter à deux. Enfin, moi, je voulais acheter à deux, je voulais construire mon foyer, nanana, etc. Sauf que les mecs à côté de moi, ils n'étaient pas du tout dans cet état d'esprit. Tu vois, je sais même pas si c'est question de jeunesse ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que du coup, ils me freinaient tellement. Et ça me sapait mon moral. Et quand j'ai été célibataire, c'est là où je me suis dit, allez, tant mieux, je suis toute seule. C'est parti, j'achète mon premier bien. Mais j'avais pas le CDI, donc là, encore, il a fallu trouver des solutions annexes pour pouvoir rentrer dans les critères malgré mon allergie pour le salariat. Et c'est grâce à une personne qui m'a fait confiance et un CDI contre une lettre de démission simultanée que j'ai pu avoir mes bulletins de paie et ce qu'il fallait pour montrer à la banque. Et du coup, c'est quoi? Il t'a pris en CDI sur une durée En fait, précise et t'avais ta lettre de démission datée exactement. En fait, j'étais agent commercial en immobilier, en transaction. Et je suis allée voir mon employeur, une femme qui m'a beaucoup appris, malgré elle. Et du coup, en fait, j'ai négocié avec elle de faire ce fameux CDI pendant les 3 mois impartis dont j'avais besoin pour présenter à la banque. Et elle m'avait dit, ok, mais je veux en effet ta lettre de démission juste après parce que ça va me coûter des frais. Enfin, c'est très cher d'embaucher en France et tout. Donc, j'avais dit, mais avec grand plaisir, je veux surtout pas rester salariée. Donc, même jour, on avait les 2 lettres l'une à côté de l'autre et ça m'a permis d'acheter l'immeuble, quoi. Enfin, l'immeuble, la maison de ville, quoi. Qu'est-ce que ça représente pour toi, tous tes investissements immobiliers? Pas assez du tout. J'ai pas du tout assez investi. Mes objectifs, ils étaient beaucoup plus ambitieux que ça. Et très vite, ma situation perso, quand je dis perso, mais professionnelle, m'a bloquée totalement. Puisque j'ai acheté mon premier bien, comme je te disais. Et après, il a fallu attendre que je sois en couple avec Flo, mon mari actuel, qui est en CDI. C'est vraiment trop le top. Oui, j'ai dit, allez, sois mon CDI. Et on a acheté un petit... Officiellement, on a acheté quelque chose, mais c'est un petit immeuble que j'ai retapé de mon côté, où on a créé différents logements et ça a été les seules acquisitions que j'ai fait en quelques années. Et après, j'ai été freinée puisque toujours pas rentrée dans les cas du CDI. Il y a eu le Covid, mon mari est cuisinier, donc ça a complètement cassé les compromis qu'on avait en cours. Il m'a
tant recherché liberté financière. Et du coup, entre-temps, il y a eu Livin et j'ai dû faire un choix entre continuer à surfer et essayer de trouver des moyens pour investir dans l'immobilier et me consacrer à ce projet entrepreneurial qui est colossal. Ok. Tu m'offres la parfaite transition. Parfait. Du coup, allons sur Livin. Livin, on adore. Qu'est-ce que c'est du coup Livin? Ah, Livin, c'est une machine de guerre. C'est mon équipe et moi de 2 personnes. Livin, tu veux quoi? La fin, le point de départ, on commence par Au où? global, Livin, quand t'es client, à quoi ça sert? Ok, en fait, Livin, c'est une plateforme de gestion immobilière pour les particuliers. Ça permet d'un côté au propriétaire d'intégrer son bien sur la plateforme et grâce à sa fiche technique, de plus jamais avoir, si on ne veut pas rajouter des améliorations, à toucher aux informations. Et ces informations vont te permettre quoi? Elles vont te permettre de créer ton annonce automatiquement. Elles vont te permettre de générer l'ensemble des documents, donc les baux, les états des lieux, les quittances, les relances, tous les documents aujourd'hui qu'on a à traiter en tant que propriétaire. Et du côté des locataires, ça va lui permettre en fait de revaloriser encore une fois ton dossier, puisque comme j'aime à le dire, sur le papier, je suis entrepreneur, j'ai pas 2 ans de bilan en positif, donc je peux plus me loger. Quand j'avais 18 ans, j'étais trop jeune. Quand j'étais en CDD, c'était trop précaire. En CDI, j'avais pas 3 fois le montant du loyer. Donc en fait, à quel moment on peut prétendre à se loger? Donc à travers la plateforme, ce que je veux, c'est mettre en relation des personnes de confiance qui s'en foutent des critères conventionnels, mais pour autant qui sont des bons payeurs, qui sont respectueux et qui comprennent qu'un propriétaire, c'est pas quelqu'un qui est riche, mais c'est quelqu'un qui a potentiellement un crédit et qui offre un service. Et en sens inverse, un étudiant n'est pas un petit con, excuse-moi la familiarité, tu vois, mais il peut être très bien sérieux et bien payer son loyer, quoi. Et du coup, je pense qu'on a bien compris, mais qu'est-ce qui fait que tu as eu cette idée-là de créer ce site internet? L'origine du projet, elle part du second investissement que j'ai fait à un peu plus de 100 km de chez moi pour chercher de la rentabilité. Où en fait, en bon agent immobilier, j'ai voulu déléguer cette partie-là à des agences locales, puisque je ne pouvais pas me permettre de gérer à distance autant de biens et de changements de locataires, etc. Parce que quand tu as un logement, quand tu as 2 logements, 3 à proximité, ça peut être gérable en fait. Et c'est contraignant sur le moment quand ils partent tous en même temps, etc. Parce qu'il y a beaucoup d'administratifs, etc. Mais pour autant, après, quand ça roule, théoriquement, tu es bien. Et quand tu commences à avoir plusieurs lots, là par contre, ça commence vraiment à être contraignant et c'est là où des outils comme Livin ou d'autres peuvent vraiment être pertinents, à mon sens. Et donc du coup, en allant investir dans le Gard, je veux déléguer, sauf que les professionnels que j'ai en face de moi à ce moment-là me font totalement déchanter. Moi qui pensais que tout le monde travaillait selon mes valeurs, de la même manière, etc., je me suis aperçue qu'en fait, on ne travaillait pas tous de la même manière. Et ça vaut pour toutes les professions d'ailleurs, hein, avec le recul aussi. Mais à ce moment-là, en fait, j'ai une vraie colère contre les agences immobilières, où entre leur manque de professionnalisme, le coût et leurs prestations, ça passe pas du tout. Au point que, par exemple, bon, je passe le prix, que bon, c'est même plus un débat, mais parce que c'était des studios que je louais, etc. Donc c'était très vite cher pour pas grand-chose. Et au-delà de ça, en fait, c'est par exemple la livrabilité. C'est que moi, j'avais des encours en fait. Le mois d'après, j'avais l'encours du crédit qui commençait à charge, etc. sur tout l'immeuble. Et les agences me proposaient de louer à hauteur de 3 mois. Sous 3 mois, il y aura potentiellement un locataire, le temps qu'on fasse les visites, les candidatures, les ceci, les cela. Des gens très impliqués. Entre autres. Et moi, je leur ai dit, ferme fête, vous n'avez pas compris, la semaine prochaine, il faut que ça soit loué. Moi, il est impossible de tenir pendant 3 mois. Comme je le disais tout à l'heure, je suis propriétaire, mais je suis endettée en fait. Je ne suis pas propriétaire. La banque est propriétaire, mais pas encore moi. Moi, je suis qu'en 2042. C'est ma premier coup de vieux, ça a été ça, de signer les trucs de 2042. Donc, pas possible. Et donc, de là, face à leur incompétence, je vais l'assumer de le dire, j'ai décidé de gérer toute seule. Et au point que en fait, j'ai tourné 3 vidéos sur mes 3 studios qui sont similaires. Et j'ai fait une annonce en ligne et j'ai tout loué dans l'heure. Allez, lâchez ma Marseillaise un petit peu. J'ai tout loué dans la journée. Donc en 24 heures, les baux étaient signés. Donc les locataires avaient vu les vidéos, pas de visite de fête. Les baux étaient signés, j'avais les cautions de encaissées, etc. Et j'avais tout qui était pré-rempli. Et là, je me suis dit, waouh, trop sexy quoi. J'adore. J'étais chez moi à Château-Renard, donc dans les Bouches-du-Rhône. Posée. Très très bien. Je veux pas dire de bêtises, mais j'étais déjà enceinte à ce moment-là.
Donc ça m'a évité pas mal d'allers-retours parce que les derniers trucs du chantier, faire 3 étages avec mon gros bidon, c'était un enfer. Donc ça m'a évité pas mal d'allers-retours, j'étais très contente. Et donc j'ai continué à faire ça pendant un moment, à faire les allers-retours par contre pour les états des lieux, etc. quand il y avait un sinistre. Et après là le constat était différent. Puisque en tant que locataire, on en a parlé tout à l'heure, ok les injustices, donc moi j'ai voulu revaloriser ça, donc j'avais des profils de tous les profils. Je prenais vraiment la confiance. Donc, il y a eu toutes les mésaventures qu'un propriétaire peut connaître, tout l'imaginable. J'ai vraiment tout vécu, c'est un condensé, c'est impressionnant. Et à contrario, en fait, des locataires qui t'appelaient pour une connerie, tu vois, genre la machine à laver ne marche pas parce que c'était des logements meublés et je prenais soin de bien les meubler avec tout le nécessaire. Et en fait, la machine à laver qui ne marche pas, bon, c'est partie des premiers locataires, ça peut arriver. Je me déplaçais, je faisais 100 km pour savoir en fait que c'était la prise qui n'était pas branchée. Tu vois, il y a eu ça, il y a eu le plombier. Franchement, je suis pour que les gens vivent bien dans leur logement. Je suis pas radine. J'aime pas pour autant beaucoup dépenser, mais j'ai pas peur de dépenser quand il faut. Et en l'occurrence, en fait, c'était le premier locataire dans un des studios. Et la douche, j'avais pris soin de mettre un pommeau avec différents jets. Tu sais, tu as le jet puissant, le remous, etc. La douche marchait pas. Donc, bien évidemment, je suis pas plombier, là, je peux pas me déplacer, etc. J'appelle directement un plombier, 80 € pour me faire savoir qu'il n'y a pas eu de réparation à faire et que c'était juste le cran que le locataire avait laissé entre 2 choix de remous et qu'il y avait juste à décranter. Et en fait, c'est les 80 € les plus chers de ma vie. Et c'est là où je me suis dit, mais en fait, plus jamais. Plus jamais, je veux plus me déplacer pour de la merde. Je veux plus ces papiers-là qui s'en finissent plus, l'état des lieux, ces sources de litige tout le temps parce que soit il n'est pas assez rempli, soit il n'est pas d'accord à la sortie, etc. Je voulais quelque chose vraiment de beaucoup plus simple. Je suis allergique administrative et plus ça va, plus je le deviens. Et pour autant, du coup, je me suis dit, c'est dingue qu'il n'existe pas quelque chose d'hybride en fait, puisque j'avais commencé à regarder, il y a des plateformes de gestion immobilière qui existent aujourd'hui. Moi, je ne les considère pas comme des plateformes de gestion, ce sont des facilitateurs où il y a quelques templates de beaux, etc. Mais il n'y a pas un écosystème complet où en fait, tu n'as plus à rien faire une fois que tu as mis ton bien. Sur Le Bon Coin, par exemple, pour le citer, parce que c'est un des plus connus sur les plateformes d'annonces, il faut à chaque fois réécrire ton annonce, à chaque fois tu l'oublies. Les candidats locataires, quand ils sollicitent, tu as du tout venant. Moi, pour un studio mis en location en annonce, j'avais des centaines d'appels par jour. Et les appels, ils étaient indécents, mais indécents pour tout le monde. Quand tu as une personne qui t'appelle, ils ont 5 enfants, 3 perroquets, et tu leur dis, mais c'est un studio, vous avez vu, je ne peux pas me permettre de vous louer ce logement, c'est pas décent pour vous, et c'est pas décent pour moi, ça n'ira pas. Et ça n'en finit plus. Et en fait, du coup, face à ce qui était proposé sur le marché, c'est là que j'ai décidé de créer la plateforme Livin pour répondre à chaque étape de la location et de la gestion courante, autant du côté du propriétaire que du côté des locataires. Et du coup, par rapport à ce que tu me disais tout à l'heure, sachant que tu as ta liberté financière qui est si importante pour toi, qu'est-ce qui a fait que tu as choisi Livin plutôt que tes investissements immobiliers qui t'assurent une liberté financière? En fait, ça s'est imposé à moi. Quand j'ai eu la volonté, pour mieux gérer mon parc immobilier, de créer Livin, j'ai commencé à m'entourer de quelques personnes de mes connaissances et l'horizon du projet, je ne l'avais pas du tout. En fait, ce que je ne savais pas, c'est que je venais de plonger dans un océan sans rien. Genre, même pas la bouée de sauvetage. Rien du tout. Et donc, du coup, le seul idée que j'avais du projet par rapport au dire qu'on m'avait donné, c'est que ça allait durer quelques mois pour sortir la première version. Et du coup, je m'étais dit, dans quelques mois, une fois qu'il y aura la première version, dans 1 an et demi, quand je serai millionnaire, je pourrai recommencer l'investissement immobilier beaucoup plus sereinement, beaucoup plus tranquillement. Puisque vu que ma problématique initiale, c'est de ne pas avoir d'emploi fixe, si je me concentre au moins pendant 3 ans pour être plus sérieuse sur mon activité, dans 3 ans, non seulement je serai stable professionnellement et je serai épanouie dans ce que je fais, mais en plus j'aurai la capacité financière de recommencer mes investissements à différentes échelles. Ok, donc tu as différé le plaisir. Ouais. Enfin, le plaisir, le projet. La sécurité financière, j'allais dire, mais en fait, ça dépend après comment tu te la constitues, ta sécurité financière. Moi, par exemple, comment je fonctionne, c'est très personnel, parce que j'étais agent immobilier, encore une fois, donc j'ai jamais eu de revenus récurrents, j'ai jamais eu de CDI à part les 3 mois pour faire semblant. Et donc, du coup, à chaque fois que j'avais une commission de vente en transaction, nous, dans le sud de la France, c'est assez intéressant, c'était entre 13 et 20 000 € pour certaines commissions. Donc, à chaque fois que je faisais une vente, je la coffrais, et je m'autorisais à me verser que 1 000 € par mois. Et ma sécurité financière à moi, c'est d'avoir 12 à 18 mois devant moi de
trésorerie que j'ai besoin. Je vulgarise. Et donc, du coup, j'ai toujours eu, sans faire exprès, mais depuis petite, hein, mes sœurs me traitaient de radine. Depuis petite, j'ai toujours eu des économies parce que je voulais pas acheter de bonbons, je voulais pas acheter tout ça. Moi, tu vois, 1 000 € par mois, ça me suffisait pour être sur mon chantier pleine de poussière. Et je continuais à vivre comme ça. Et du coup, quand il y a eu ce projet Livin, ben, j'avais déjà cette sécurité puisque j'ai vendu à ce moment-là pour financer le projet un des appartements que j'avais divisé dans mon premier immeuble. Et ça m'a fait une très belle plus-value. Je peux même lui dire les chiffres. Ça a été 90 000 € de générer directement. Et pour la première fois... Ah, mais j'étais pas vieille à ce moment... Enfin, pas vieille. Je suis non plus pas vieille. Bref, on s'en fout. Essaye de te rassurer comme tu peux. Non, mais peu m'importe. En fait, c'est que pour moi, l'âge n'a aucune valeur véritablement. Mais c'est que j'ai l'impression qu'il y a tellement longtemps et j'ai vécu tellement de choses et en même temps tellement peu de choses par rapport à ce que j'ai envie de vivre que, tu vois, j'ai un problème de rapport au temps. Vraiment, la conclusion du truc, c'est le temps. Et en fait... Bon, j'avais pas 25 ans quand il y a 90 000 € qui arrivent sur ton compte en banque. Quand, pareil, tout le monde est en galère financière, enfin, autour de toi ou quoi que ce soit. Et tu es là en mode, qu'est-ce que c'est confortable. Et tu connais cette sensation, tu vois, aujourd'hui. Et je suis là en mode, foi, et j'ai une liberté incroyable. Et donc, du coup, c'est ça ma sécurité financière. Avoir toujours dû voir venir, en fait, devant moi. Ok. Et du coup, pour toi, Livin, ça te permettra à terme d'avoir cette sécurité-là. Au-delà. Au-delà. Et en plus, tu voudras quand même continuer à faire des investissements immobiliers. Ah oui, bah pas, en fait, pour moi, c'est presque une diversification. C'est qu'à quelque part, l'immobilier, non seulement tu immobilises de l'argent, enfin, ça dépend comment tu le vois en plus, parce que vu que tu as des leviers dans l'immobilier où tu peux emprunter, c'est même pas toi qui immobilises directement ton argent personnel. Et c'est ça la magie du modèle que les gens adorent dans l'investissement immobilier. C'est que non seulement c'est palpable, mais en plus, c'est pas toi qui le paie. C'est la banque qui te prête et les locataires qui paient ton investissement. Donc, bah, c'est tout bénef, tu vois. Et donc, du coup, pour répondre plus précisément à ta question, pour moi, générer de l'argent, c'est vraiment un besoin de sécurité, en fait, parce que j'ai vraiment besoin d'avoir un matelas, une sérénité, où les besoins primaires, en fait, soient directement faits et encaissés sans avoir besoin de moi. Et quand je parle de besoins primaires, je pense aux miens, mais à ceux de ma famille. Tu vois, j'ai vraiment besoin de savoir qu'on a besoin de quelque chose, ben ça arrive tout seul, en fait. Ouais, je vois ce que tu veux Toi, dire. que ça ne dépende pas de mon travail directement. Donc oui, une fois que j'aurai acquis un certain niveau entrepreneurial et que je générerai les chiffres que je veux, je continuerai à investir et à même pas que dans l'immobilier. Moi, j'adore commencer à placer de l'argent, m'amuser. Je trouve que c'est un jeu. Moi, la vie, pour moi, elle est un gros jeu. On parlait de Ouais, pour toi, Monopoly c'est tout à l'heure. Monopoly, Ah, mais ouais. j'adore. Au-delà. Je ne l'ai pas acheté, mais je crois que c'est Robert Kiyosaki, là, je sais pas comment il s'appelle, Père riche, Père pauvre, qui a La créé... base. C'est Kiyosaki, son nom? Ouais, Kiyosaki. Putain, en principe, je le prononce mal. Qui a créé un vrai jeu de société, mais il coûte une centaine d'euros, ce jeu. Hein. C'est un jeu pour devenir riche, pas accessible aux pauvres. Tu vois, c'est vraiment l'euphémisme, mais pour autant... Mais il avait expliqué que c'était justement pour filtrer, parce que si tu n'avais pas de la capacité à vouloir acheter ce jeu-là, tu n'aurais pas la capacité de vouloir y mettre de l'intention dedans. Oh, j'adore. Ben, tu vois, j'avais pas cette ref Si. et ça a vraiment beaucoup de sens. Et donc, voilà, quel que soit le moment de ma vie, je continuerai à investir différemment parce que je trouve ça vraiment trop passionnant. Tu vois, par exemple, en start-up, on en a eu parlé aussi, je trouve ça vraiment trop bien de permettre aux gens d'aller plus loin dans des projets, etc. et de contribuer à tellement de sphères. Parce que l'entrepreneuriat, c'est sans limite, il y a tellement de sujets. C'est un truc de fou. Non, mais d'accord. Tu nous disais tout à l'heure que, pour revenir sur Livin, tu nous disais que tu as sauté dans l'océan sans rien. Sans rien. Et du coup, qu'est-ce que ça représente cet océan que tu as découvert Ah ben en là, quelques années qu'est-ce que ça représente à l'heure actuelle, cet océan? Toujours le vide. Là, là, j'essaie de pas me néguer. J'essaie de pas me néguer. Je vois le bateau, en fait, sur lequel je peux aller pour être sécure et pour aller dans la nouvelle île, etc. Nouveau territoire. Mais pour autant, pour l'instant, je surfe. Je suis vraiment dans les bas-fonds de l'entrepreneuriat, là. Moi, ça fait 2 ans et demi que je suis sur le projet. On n'a pas parlé de la temporalité. C'est vraiment le temps. Ça va être un toc de langage tout le long. On n'a pas parlé de temporalité, mais ça fait 2 ans et demi, voire presque 3, si on compte l'origine de l'idée que je suis sur le projet. Et la première version, elle est sortie il y a 3 semaines. 1 mois maintenant. Allez. Okay. Donc, en fait, j'ai vraiment vécu des très grosses vagues où j'ai cru que j'allais pas m'en sortir. J'ai cru que j'allais pas m'en sortir. Donc, cet océan, pour l'instant, il est toujours aussi sombre. J'ai un mentor depuis peu, c'est un ancien banquier, un retraité de banque. Il me fait trop rire parce que je suis à l'opposé de cet homme. Et lui, il n'arrête pas de me bassiner depuis des mois avec sa vallée de la mort.
La vallée de la mort, c'est le moment dans une société. Alors, le temps que je comprenne, ça a pris du temps. Je pense que j'étais dans un déni profond. Mais la vallée de la mort, c'est en fait un moment donné dans la société où tu n'es plus capable de t'en sortir, en fait, où les charges vont beaucoup trop loin et tes créances par rapport au fait que tu ne gagnes pas de revenus. Et quand tu passes dans cette vallée de la mort, c'est très très difficile de s'en sortir. Et la plupart, c'est là où les sociétés, elles coulent, etc. Mais il m'a connue dans la vallée de la mort. Je suis encore dans la vallée de la mort. Et j'ai envoyé un mail aujourd'hui dans le train en venant sur Paris où j'ai dit, Roland, tout va bien. Je ris face à la vallée de la mort parce que l'horizon 2025, de sûr, je vais m'en sortir. Mais je suis en grand écart, tu vois, pour pas tomber dans cette putain de vallée. Et ouais, c'est chaud, c'est chaud. Ça a été que des galères, que des galères. Okay. Mais du coup, en te lançant dans ce projet que tu pensais être réalisable dans quelques mois, tu t'attendais à ce que ce soit aussi compliqué, aussi long? Est-ce que tu te lances directement dans l'entrepreneuriat? Non, pas du tout. Déjà, il y avait un truc qui m'a coupé le cerveau c'est que jusque-là, j'étais indépendante. Pour moi, j'étais entrepreneur. Mais sauf qu'être entrepreneur indépendant de soi-même et avoir des gens autour de soi, avoir besoin de s'entourer, commencer à constituer une équipe, il y a un monde. Et en plus, avant de constituer une équipe, etc., initialement, tu t'entoures pas forcément des bonnes personnes. Moi, une des premières personnes, c'était un ami d'enfance. Et je suis très reconnaissante puisqu'il a été à l'initiative de certaines choses, mais pour autant, il a été à l'initiative de beaucoup d'autres choses plus sombres. À savoir, c'était mon premier associé moral, mon premier salarié, puisque finalement, il avait un besoin de sécurité plus important. Et c'est mon premier prud'homme aujourd'hui. Donc, ça m'a vraiment appris sur l'humain, sur tellement de sujets, en fait. Et c'est ça que j'adore dans cette expérience et dans cette aventure, c'est que le chaos que j'aime et ce besoin d'être sur plusieurs sujets, etc., l'entrepreneuriat comme je le vis aujourd'hui me comble en ce sens. T'es en train de me dire que le chaos te comble? Ouais, j'aime ça. J'aime ça, les obstacles, la difficulté. En fait, moi, je suis quelqu'un qui trouve les solutions dans tous les domaines. J'adore ça, en fait. Toujours de partout, je vois le verre à moitié plein, je trouve des solutions, etc. Et là, il y a tellement de problématiques depuis 3 ans que je prends mon pied. Hein. Je prends mon pied. Par rapport à ces problématiques-là, lesquelles t'ont le plus marqué, hormis le prud'homme dont tu nous as déjà parlé? Lesquelles m'ont le plus marqué, c'est tout. En fait, c'est de base, je n'ai pas fait, comme je disais, trop d'études. En fait, je suis très vite allée dans la professionnalisation, etc. Donc, j'ai pas eu de compétences générales et de connaissances générales sur une société, comment ça fonctionne, etc. Encore moins sur la partie tech, parce que on est en plein dans la tech, dans le développement. Et le monde du développement, c'est un océan dans l'océan, en fait. Et du coup, j'étais là en mode... Triton, quoi. Sous l'océan, ta 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 ta. Et en fait, à part ça, je suis là en mode, où est Ariel? Où est le prince Eric? C'est quoi ce bordel dans lequel je suis? Et donc, du coup, il y a eu plein de moments charnières comme ça, où j'ai dû accepter, en fait, le fait que j'étais incompétente sur tous les sujets, mais vraiment tous, et que j'ai dû, en fait, commencer à devenir petit à petit de plus en plus compétente, tout en acceptant que je serais toujours une grosse incompétente. C'est on dirait un peu la philosophie à 2 balles. Un petit peu. Mais je t'assure que c'est ça. C'est ça parce que, en fait, il faut tout le temps jongler entre différentes sphères, tu vois. Entre la partie communication, la partie développement, la partie gestion de projet. C'était sans fin. Mais c'est toujours sans fin d'ailleurs. C'est toujours sans fin et c'est ça qui a été vraiment difficile, en fait, de m'adapter presque à mon auditoire. Parce qu'un développeur parle une certaine langue, en tout cas la personne. Et pareil pour les différentes personnes, la partie financière, la partie administrative, etc. À chaque fois, ça te demande d'être sur tous les fronts et de t'adapter beaucoup aux personnes que tu as en face. Donc ça a été hyper dur puisqu'en fait, sans être de ce monde-là et de la partie, je n'ai pas eu les bonnes personnes, en tout cas les personnes... je sais pas si on peut parler de bienveillance parce que pour autant, c'est pas très bienveillant tout ce qui s'est passé, tu vois. J'ai du mal à savoir en fait quel était l'intérêt d'agir comme ça envers moi. Donc, du coup, ça a été un long chemin, en fait, pour rencontrer les bonnes personnes. Le plus dur, ça a été de trouver les bonnes personnes pour réaliser mon projet. Et là-dessus, il y a eu beaucoup d'obstacles et d'embûches, puisqu'il y a eu beaucoup de casses. Et par rapport à la vallée de la mort dont tu parlais tout à l'heure, oui, entre le chaos actuel et le grand écart que tu fais avec 2025... Et c'est quoi ta question? Je vois déjà si tu visualises. Oui, bien sûr. Je suis dans ta question. Et ton besoin de sécurité financière pour ta famille. Comment tu fais pour lier les deux? Ah, c'est chaud. Il y a eu... j'ai bugué et tout. Très compliqué. Très compliqué parce qu'en fait, je me suis rendu compte que
je me suis découverte moi-même et j'ai découvert mes propres limites. Sans le savoir, j'ai une capacité à prendre des risques qui sont énormes et je ne le savais pas toute seule. Enfin, toute seule avant qu'il se passe tous ces événements. Et donc, du coup, comment expliquer? Je ne sais même pas parce que j'ai vendu 90% de mon parc immobilier à l'heure actuelle pour financer le projet, pour survivre dans cette vallée de la mort. J'ai déménagé de chez moi, pas par choix, pour avoir moins de charges personnelles. Vendu la voiture, tu le sais aussi. Enfin, tout était bon à prendre pour faire vivre ce projet. Et en fait, là, mon seul truc qui me raccroche à une pseudo-sécurité, c'est qu'il me reste un appartement sur les 6 ou 7 que j'avais. Mais c'est pas tant sécuritaire parce que ça vaut pas toutes les dettes que j'ai souscrites pour le projet, etc. Donc actuellement, j'ai atteint une certaine limite personnelle où je sais que je peux pas aller plus loin sur ces risques que j'ai pris. Et pour autant, je me surprends chaque jour à aller toujours un peu plus loin. Donc je suis toujours en quête de cette sécurité. Et pour répondre plus directement par rapport à ma famille aujourd'hui, mes 2 filles, etc. En fait, j'ai déconstruit l'idée que j'avais aussi de la famille, de la sécurité, etc. Et où je sais que tant qu'elles ont un toit aujourd'hui, que je suis en capacité de les faire manger, vivre, etc. et qu'elles sont aimées, c'est tout ce qui compte, tu vois, à l'instant T. Et ce que je fais et à ce à quoi j'aspire, c'est aussi pour tout le monde, tu vois, parce que j'aspire à qu'elles aient une vie meilleure, qu'on ait les moyens d'éducation, de voyage, de transmission, etc. Donc, tout est lié, tu vois. Et je suis dans une période charnière où je suis en transition, tu vois, je parlais pour toi tout à l'heure, mais moi, c'est la même chose à mon niveau, sauf que dans mon parcours, il y a eu des turbulences, il y en a encore, et ça fait partie du processus. J'accepte. Okay, ça fait du sens, je comprends. J'accepte. Du coup, ça m'amène à la question, quand on s'est rencontrés, tu étais enceinte de ta 2e fille. Oui. Et tu étais déjà dans cette vallée de la mort. Déjà. Qu'est-ce qui a fait que, malgré que tu étais dans cette vallée de la mort, tu as quand même voulu faire ton 2e enfant? Ah, c'est intéressant, mais c'est hyper perso comme sujet. Ce qu'il y a, c'est que en tant que femme, je sais pas comment pense un homme, quoique. On n'est pas tous comme ça. Non, mais je parlais pas la queue, tu penses à ça? Non, je pensais au mode creux, tu vois. Je me suis dit, c'est creux, tu vois. Non, un homme, c'est hyper plus simple. Enfin, à mon sens, en tout cas, ça me paraît beaucoup plus simple d'être un homme que ce que ça allait d'être une femme, tu vois. Une femme, c'est hyper complexe. En tout cas, moi, je le suis et je l'assume. Et en fait, j'avais quand même ce côté où j'aspire à être maman depuis toujours, très jeune. C'est ma conception de la vie. Et le fait que je dois potentiellement y renoncer au détriment d'une carrière professionnelle, au détriment de n'importe quoi, je n'étais pas capable d'y renoncer en fait. Donc en fait, j'ai fait le choix consciemment de construire ma vie de famille en même temps que je me construisais moi-même et que je construis ma vie professionnelle. Donc quelles que soient les difficultés rencontrées, pareil, elles sont assumées et je suis tout à fait au fait des responsabilités que j'ai prises. Et du coup, la vallée de la mort, t'as pas fait peur vis-à-vis de ça? J'y ai jamais pensé. Je n'y pense pas. En fait, je vis un peu dans le futur sans le faire exprès. C'est que je crois tellement à mon projet et je sais tellement que quand il y aura cette fameuse première version officielle, bien ficelée, etc., et qui sera déployée au grand public, parce que là, on est plus dans une phase de test, de bêta-testeur, etc., je sais pertinemment qu'elle trouvera son marché. Et je sais pertinemment que d'un moyen ou d'une autre, on en fera quelque chose de cette entreprise. Et donc, du coup, je me disais que c'est se faire du mal. Parce que mes filles, elles ne le voient pas trop. À part que je suis très fatiguée, entre guillemets, que je suis un peu plus irritable ou que je suis beaucoup prise, etc. Mais j'essaie de compartimenter, tu vois. Les moments que je passe avec elles sont qualitatifs. Et les moments que je passe en entreprise sont aussi qualitatifs. Donc, j'ai peut-être moins de moments en entreprise et moins de moments avec mes enfants. Tu vois, là, je suis à Paris en train de te parler au lieu d'être avec elles. Ce qui est dur d'un côté, hein. Et pour autant, je me dis, mais c'est en étant leur modèle que je vais aussi les faire s'épanouir. Parce que pour moi, c'est ça aussi être parent, c'est montrer qui tu veux être et pas dire les choses que tu veux faire ou ce qu'il faut faire, tu vois. Pour moi, il faut être cohérent et aligné. Ah mais clairement, je trouve que c'est ça la base. Comment tu peux dire chut à une enfant si toi t'ouvres ta bouche? Ou ne crie pas en lui criant dessus. Enfin, ça me paraît en fait
Je dis pas qu'on crie pas sur les enfants, ça arrive à tous, hein, parce que Oui. c'est que l'émotionnel et tout, et des fois c'est très dur de garder son sang-froid. Ouais. Pour autant, mais en fait, Dire de ne pas crier en criant, ça n'a pas de sens. ça n'a pas de sens. L'exemplarité sera maître mot Mais pour comme moi. la négation, le cerveau n'entend pas la négation, tu vois. Ne pense pas à un éléphant rose en train de faire du tutu. Et ben t'as l'éléphant qui arrive dans ta tête en train de faire du tutu. Non, je pense à un marteau rouge. Non, je suis quelqu'un d'exceptionnel, je suis singulier, ok? Merci. Je suis singulier. Mais pour autant, tu vois, et donc voilà, moi c'est à travers mon épanouissement que j'assume aujourd'hui, que je construis ma vie de femme et ma vie de mère en l'état, et que j'ai décidé d'avoir un deuxième enfant. Ok. Donc les deux en parallèle, ça t'a pas fait peur? Parce que c'était Si. important pour toi. Si, mais je suis courageuse. Parce que tu me disais tout à l'heure que tu n'avais pas de peur. Mais c'est pas des peurs comme toi tu pourrais l'entendre, je pense. C'est différentes peurs. Tu vois, c'est plus des peurs intrinsèques. Est-ce que je vais réussir à faire vivre cet enfant? Est-ce qu'il va tenir bon là-dedans, dans cet environnement? Parce que je suis Ouais. quand même stressée. Et lui va me connaître de l'intérieur. Donc, il aura accès à des choses que toi et moi n'aurons jamais accès, tu vois. Ouais. Et donc, c'est ça qui me faisait plus peur. L'aspect, Ok. qu'est-ce que je vais transmettre à cet enfant en l'incarnant dans ce monde à ce moment-là de sa vie, enfin de ma vie plutôt. Je comprends. Mais je me suis laissée porter par ça. C'est vrai que c'est pas des questions que je me pose parce que j'ai pas d'enfant, donc j'en suis pas encore passé par Complètement. là. Et puis, je en tant comprends qu'homme, tu ça, réfléchis justement. différemment, tu vois. Je pense que c'est normal, hein. C'est clivant, mais une femme, elle a une date butoir quoi qu'il arrive. Et puis même en termes d'énergie, moi, je m'imagine pas à 40 ans en train de changer des couches. Mais c'est propre à chacun, tu vois. Donc, ces personnes qui préfèrent d'abord épanouir, développer leur carrière ou juste profiter, parce qu'il y en a juste qui développent rien du tout, à part les sciatiques, tu vois, ou des trucs problématiques. Bah, si c'est ok pour eux. Oui, mais carrément, si c'est ok pour eux, c'est ok. Mais moi, en tout cas, ma conception du truc, c'était, tiens, on fait ça tant qu'on a l'énergie, tant qu'on a de la force, tant qu'on a, tu vois, tout ça, faisons ça maintenant, quoi, tout ensemble. Packaging. Encore quelques dernières Vas-y, questions je t'en avant de prie. conclure. Tout à l'heure, tu me parlais que quand tu étais plus jeune, tu étais très émotive et ça pouvait être problématique pour toi. Là que tu es dans la vallée de la mort avec ton entreprise, là que tu as une situation financière compliquée, que tu es une femme mariée, que tu es une maman, comment tu fais pour gérer tes émotions avec tout ça autour de toi? Bah alors déjà, je suis toujours très émotive. Et par contre, j'ai appris à accepter mon émotivité et à la contrôler ou à l'apprivoiser. Et en fait, je pense que, en tout cas, un des secrets, mais ce qui fonctionne pour moi, c'est d'accepter ces émotions, en fait, et de les vivre, au contraire. Quand je pleure, bah, je pleure pour de vrai, tu vois. Ou quand je suis en colère, je suis aussi en colère pour de vrai. Mais il faut savoir voilà, comment les extérioriser et bah, aussi les incarner, en fait, tu vois. Donc, je suis toujours aussi émotive. Et je m'autorise, en fait, moi, mon petit sas de décompression, c'est je m'autorise une fois par jour 15 minutes de burn-out. Tu vois. Et c'est 15 minutes. 15 minutes de burn-out. Bah, c'est 15 minutes où je suis seule et où là, par contre, je m'apitoie sur mon sort, quoi. Je suis là en mode, je suis dans le mal, il m'arrive que des merdes, je suis fatiguée, j'ai mes règles la plupart du temps dans les mauvais moments. Et tu là, mon corps me fait mal, tu vois. Ouais, Genre, laisse-moi. j'imagine. Et en fait, je suis là, bon, allez, un quart d'heure. Mais en fait, le fait de me mettre une date butoir, même une heure butoir, ben, ça me permet en fait de me dire, allez, stop, et on passe à autre chose. Et hop, je passe à autre chose. Enfin, mon comité et moi, donc moi et moi, quoi. Toi et toutes les maris dans ta tête. Ouais, entre autres. Ok, très bien. Et par rapport du coup à tout ton parcours, tout ce que tu es en train de faire actuellement en parallèle, C'est quoi? c'est quoi le... Tu es très réactive, hein. Ouais, de C'est fou. pas tant que c'est pas question. Je suis confuse. Tu m'as dit tout à l'heure que tu allais mettre des blancs et tout. Ah, mais pour te dire. Jamais de la question. Ah, bah oui, mais non, je suis mentaliste. Like, c'est Tu quoi? sais, c'est le Wow. truc, c'est je suis mentaliste. Tu m'as envoyé Ouais. les questions et je le sais, alors que je connais pas les questions. Pardon. Du coup, par rapport à tout ce que tu es en train de créer en ce moment, tout ce que tu vis en parallèle, tout ce que tu construis en parallèle dans ta vie, qu'est-ce qui te drive? C'est quoi l'énergie à l'intérieur qui te permet de faire tout ça, de prendre tous ces risques, de vouloir t'épanouir en tant que femme, en tant qu'entrepreneuse, en tant que mère? Tu me dis quand t'as fini ta question. C'est bon, c'est fini. J'ose plus. Du coup, je pensais qu'il y avait des virgules. Non, non, elle était déjà assez longue ma question. Des virgules. Je m'attendais à une ribambelle de virgules. Ben moi, je parlerai pas de... Je n'emploierai pas le mot que tu as dit. Je l'ai plus, du coup. Tu m'as dit quoi? L'énergie. L'énergie. Moi, je parle encore une fois d'émotion. Et c'est une émotion, et même plusieurs qui me drive. Mais l'émotion principale qui me drive, c'est la colère. C'est la colère et c'est la rage. J'ai la rage de tout défoncer. C'est terrible.
Et en fait, tu as plusieurs options là-dessus face à ça. C'est soit cette colère, cette rage, ben, elle te fait broyer du noir et t'enfoncer, soit elle te permet d'avancer. Et moi, j'ai la rage de réussir, j'ai la rage de la rage. J'ai la rage de m'en sortir. C'est le truc qui est beaucoup moins classe. Mais j'ai la rage de m'en sortir, j'ai la rage d'y arriver, j'ai la rage de mettre tout le monde en sécurité, j'ai la rage de vivre, j'ai la rage de tout. Ok. Tu vois. Et par rapport à la colère? Ben, la colère, c'est l'injustice en fait, tu vois. Je déteste l'injustice et j'aimerais que les choses soient plus simples. Je comprends pas pourquoi tout est complexe, pourquoi la plupart des choses sont incohérentes, tu vois. On en parlait, on revient à l'immobilier, mais comment ça se fait que tu estimes que quelqu'un, parce qu'il est en CDI et qu'il a 3 fois le montant du loyer, une belle gueule, il est sérieux? Tu vois, c'est des absurdités comme ça. Je déteste ça. Quand on nous range dans des cases en fait, alors qu'en fait, pour autant, j'ai plein de facettes de personnalité et je trouve ça trop chiant, tu vois. Donc, j'ai vraiment besoin, moi, de, à mon sens, à mon niveau, remettre un peu d'ordre dans tout ça. Ok, ça marche. Et avant de conclure, est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée que tu aurais aimé que je te pose? Ah, elle est intéressante, ta question, elle est terrible. Oui, je sais. Est-ce qu'il y a une question que tu m'as pas posée que j'aurais aimé? Non, honnêtement, j'étais sans... j'avais rien préparé, comme je te l'ai dit, donc je voulais vraiment me laisser porter. Donc, j'apprécie le fait que, justement, c'était pas prévu ce qu'on s'est dit, tu vois, et que... Ouais, c'est l'idée. Pour autant, on a beaucoup parlé de l'humain par rapport à ce qui était prévu de ta part initialement. Donc, non, je regrette rien. Ok, très bien. Là, on part sur des questions en oui ou en non. Ça va être très dur pour toi, qui est Biplaise. Tu me dis soit oui, soit non. Vas-y. Sur certaines, je peux te dire si oui, pourquoi. Mais sinon, c'est oui ou non. D'accord. Ah, ok, vas-y. Il faut être hyper spontané. J'adore. Est-ce que tu as des regrets, des choses que tu aurais voulu faire et que tu n'as pas fait? Oui. C'est pas la question pour un champion. Ah, je peux respirer. D'accord. Chill, tout va Je bien. croyais qu'il fallait aller Non, hyper c'est vite, bon. c'est pour pas. Mais en fait, je voulais pas que ça devienne conscient. Comme je t'ai dit, je réfléchis Ok. très vite. Et du coup, je suis là en mode, allez, n'analyse pas mon comité et moi, réponds spontanément. Ok, Donc, très oui. As-tu des regrets sur des choses que tu as fait? Bah oui. Attends, je crois que j'ai pas compris la consigne. La première, c'est as-tu des regrets sur des choses que tu aurais voulu faire et que tu n'as pas fait? Bah, attends. Est-ce qu'on peut contextualiser la meuf qui a besoin, qui est névrosée à souhait? Dans ta vie, sur tout. Au complet, il y a des choses que tu aurais voulu Mais faire. en fait, la réponse est non, parce que ça dépend comment tu vois la question. Tu vois, je suis désolée, je te pourris tout. Vas-y, vas-y. Ça dépend comment tu vois la question. C'est ce qu'on se disait la dernière fois, encore une fois, en off, c'est que si j'avais les connaissances que j'ai aujourd'hui et que je revienne en arrière, il est évident que je ferais les choses différemment pour mieux faire et pour aller plus loin dans mes objectifs. Mais à l'instant T, je n'ai aucun regret parce que, fatalement, je sais que j'aurais pas pu mieux faire et que je suis très épanouie dans ma vie et que je suis heureuse et que je suis encore déterminée à atteindre tous mes objectifs, tu vois. Et comme tu m'as dit la dernière fois, vu que c'était une utopie de vouloir faire ça, parce qu'on ne peut pas remonter dans le temps avec les connaissances. Ok, donc ben non, j'ai pas de regrets. On peut reprendre si tu veux. Est-ce que tu as des regrets sur Non. des choses que tu as fait? Non. Est-ce que tes prochains objectifs sont alignés avec ce que tu veux devenir? Ah ben complètement. C'est pas un oui, mais on va prendre ça pour Ah un pardon, oui. Je respecte pas les consignes. Quand je te dis que les consignes, c'est pas pour moi, l'autorité et tout. À l'école, c'était Marie relit la consigne. N'a pas écouté Ouais. la consigne, n'a pas assez lu la consigne. oui. Ça me parle aussi Je faisais très tout souvent. très vite. Et en fait, ben, j'ai répondu à côté. Mais Ouais, je comprends. Pourtant, dans l'interview, tu as quand même bien répondu à mes questions. Hein. ouais, parce que tu m'as dit spontanéité, j'ai dit allez, ok. As-tu peur de tes prochains objectifs? Et si oui, pourquoi? Non, Ok, il m'excite. très bien. Es-tu confiante dans la réussite de tes prochains objectifs? Et si oui, pourquoi? Ah ben, je suis plus que confiante. Je laisse pas le choix à réussir. Je me laisse pas le choix. Je laisse plus la place au hasard. Ok. Et que ce soit dans le mindset, dans le business ou dans toute autre activité, est-ce que tu es pour le fait d'aller toujours plus loin? Ah oui, bien sûr. C'est la base, c'est ce qu'on se disait au départ. Tu vois, zone de confort. Ben ok, c'est devenu une zone de confort. Tu vas un peu plus loin. Nouvelle zone de confort. Encore plus loin. Et après, ça devient addictif en fait. Comment... Je vois ce que tu veux dire. Et ouais. Est-ce que c'était le meilleur interview de toute ta vie? Ah mais la base, c'est la meilleure de toutes, c'est ma première. Faut pas le dire ça. Ah merde, c'est la meilleure de toutes. Comme tu le sais, je me lance dans l'accompagnement pour aider les personnes à transformer leur vie, à reprendre le contrôle pour se transformer physiquement, mentalement. Mhm. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui souhaite atteindre ses objectifs mais qui a peur de se lancer? De commencer quelque part. N'importe où. Ok. Fais le premier pas. Just do it. T'en as tellement des phrases comme ça, mais Ouais. c'est la vérité. Commencer quelque part. Va marcher. Lis un livre. Ok.
écoute le podcast de Je aime. Pour une prochaine vidéo, qui tu voudrais voir répondre à mes questions et avec qui tu pourrais mettre en contact? Ah, on aime. On aime. Dans quel sujet, dans quelle spécificité tu t'en fous? Dans mes contacts? Dans l'idée, moi, je parle mindset au global. Ouais, Que mais... ce soit dans le sport, le business ou tout autre domaine. Ben moi, tu sais que qui m'intéresserait de parler, c'est Alex. Mais il ne voudra jamais se faire filmer, hein. C'est qui, Alex? Mon meilleur ami. Celui qui t'a fait le tableau. Ah, parce que lui, il n'a pas besoin d'un psy pour comprendre les choses. Il n'a pas besoin de payer un coaching ou des formations exorbitantes, si ce n'est qu'elles sont très utiles, si ça te permet de passer à l'action. Mais il comprend les choses naturellement, tu vois. Bon, il y a des trucs que j'adhère pas du tout, comme dans toutes les personnes, tu vois. Il n'y a pas tout à prendre. Pour autant, Alex, j'aime beaucoup son état d'esprit naturel. Ok. Et du coup, il accepterait pas de se faire filmer, tu penses? Ouais, ça peut se négocier. Ok. Ça dépend. Si je lui dis combien je suis payée, peut-être qu'il dira oui. Par mois? Je vais te payer du coup? Moi, je n'étais pas au courant. Non, il n'y a pas de contrat, rien du tout, on s'en fout. Non, je plaisante. Ok. T'as travaillé avec Alex du coup. Pourquoi pas? Mon slogan, c'est ta vie, ton esprit, tes limites. Qu'est-ce que ça t'inspire? Tu peux me répéter s'il te plaît? Mon slogan, c'est ta vie, ton esprit, tes limites. Qu'est-ce que ça t'évoque? Ben, que les limites, c'est de ne pas en avoir. Tu vois, c'est que c'est propre à chacun et qu'il faut accepter en fait sa personne, ses propres limites, etc. En fait, il faut être en accord avec soi et ce qu'on fait et ce qu'on dit. Tu vois, être en accord, aligné, c'est important. C'est beau. Bah merci. Bon, merci à toi. Bah merci Jérémy. Et merci à vous. Et dites-nous en beaucoup. commentaire si vous voulez voir Alex dans une prochaine vidéo. Ou si vous voulez vous abonner à cette vidéo-là. Je regarde celle-là, celle-là ne marche plus. Ah, et si vous voulez vous abonner. Merci pour tout. Bon allez, à la prochaine la team. Ciao. Ciao. J'espère que cet échange t'a plu, qu'il t'a inspiré ou qu'il t'a fait réfléchir. Si c'est le cas, laisse-moi ton avis en commentaire, je te laisse t'abonner pour ne rien rater, et surtout, si tu sens que cette interview peut intéresser quelqu'un d'autre ou l'aider, n'hésite pas à lui partager. Et rappelle-toi, que tu crois en toi ou non, dans les deux cas, tu as raison. Alors, à toi de choisir, parce qu'après tout, c'est ta vie, ton esprit et tes limites. Ciao.